Allez, Allez, c'est parti. yeah. Wow. Dans cette émission, nous allons remonter le cours de l'Ardèche. Depuis le site mondialement connu des gorges et du Pont d'Arc, nous irons chercher la source de la rivière, cachée aux yeux du monde dans une forêt des hauts plateaux du Massif central. Des espaces naturels où l'horizon est sans limite et où les expériences sont parfois insolites. Le terroir, ça se mérite. Bon, eh ben oui, il faudra que j'arrête de... Mais ça, c'est parce que tu me fais faire des claps. Alors, je suis obligé de poser mon verre. Et après, il faut que je récupère. À environ 1300 mètres d'altitude, la rivière Ardèche prend sa source ici, en montagne, au cœur du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Alors que les Cévennes dégringolent vers l'est, le petit ruisseau qui deviendra grand va parcourir près de 120 km jusqu'à son embouchure dans le Rhône. Et sans aucun doute, les derniers kilomètres sont les plus spectaculaires. Les gorges de l'Ardèche, prises d'assaut en été par les touristes du monde entier, venus admirer une merveille naturelle, l'arche du Pont d'Arc. Et le meilleur moyen d'en mesurer la majesté, c'est en canoë, et avec un guide comme Olivier. Il est garde de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, expert en faune, en flore et en géologie. Elles sont hautes, les falaises, là. Bon, alors voilà, on arrive sous l'emblème du département de l'Ardèche, le fameux Pont d'Arc. C'est ça, le Pont d'Arc. C'est superbe, Le fameux. hein. Avec l'éclairage ce matin, là, c'est génial. Alors là, tu vois, avec la petite lumière du matin, c'est là où on apprécie le mieux un peu l'arche, parce que c'est vraiment majestueux, hein. Elle est étroite, hein. Elle est étroite, elle fait quand même 35 mètres de haut, Ouais. juste l'arche là. Et c'est surtout l'équilibre des formes. On est quasiment dans une voûte romane un peu. Oui, c'est ça, parfaite. On prendrait les côtes, là, ça y ressemblerait. Et ce qui, je pense, attire l'homme depuis toujours, hein, c'est cette harmonie des formes. Mais c'est l'endroit le plus connu de l'Ardèche, hein, ici. Je pense que c'est l'endroit le plus connu, en effet. C'est aussi ce qui a quand même fait connaître l'Ardèche, il faut le dire. Et le XVIIIe siècle, c'est quand même un monument qui a une réputation déjà internationale, quoi. Et les premiers touristes furent les scientifiques, curieux de comprendre comment une telle arche suspendue s'était formée. En fait, le Pont d'Arc est un parfait exemple de recoupement de méandres, c'est-à-dire qu'il y a environ 500 000 ans, la rivière a percé ici la paroi qui, autrefois, faisait barrière à son passage. Bref, elle a pris un raccourci. Avec le canoë, Olivier m'emmène explorer la base d'un des deux piliers. Donc tu vois, là, ça permet de voir un peu comment ça pouvait être avant l'ouverture de l'arche. Ça devait être des galeries où l'eau s'engouffrait déjà, hein. C'est impressionnant. Et là, c'est le paradis des castors et des loutres. Surtout les loutres, puisqu'elles peuvent piéger les poissons là, qui viennent dans les infractuosités. Il y a du fond là-dessous. Il y a jusqu'à mesurer jusqu'à 6 mètres de profondeur, ouais, sous le Pont d'Arc. Et là, précisément. Oh, ici, je pense qu'on doit y être pas loin des 5-6 mètres. Ouais. Alors là, le débit de l'Ardèche est assez calme aujourd'hui. Tu me disais 6 à 8 mètres secondes. 6 à 8 mètres cubes seconde aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais ça peut être phénoménal. Alors ça peut monter bien plus, puisque en 1890, le 22 septembre exactement, le jour de l'équinoxe, elle est montée à quasiment à plus de 7000 mètres cubes seconde. 7000 mètres cubes seconde. Ça veut dire que l'eau arrivait jusqu'au sommet de l'arche, presque. A priori, d'après les récits de l'époque, oui, c'était quasiment fermé, il ne restait plus que quelques mètres. Wow. Et du coup, elle prenait son ancien méandre abandonné. Ah oui, elle repassait de l'autre côté. Elle était repassée de l'autre côté. Ce qui est, il faut qu'elle fasse une crue de plus de 17 mètres pour repasser dans le méandre du Cirque d'Est. C'est énorme. Une fois franchi la porte du Pont d'Arc, nous entrons maintenant dans la réserve naturelle. Point de départ de la célèbre descente en canoë, longue d'environ 30 km. L'été, il y a foule. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls et ça n'est pas plus mal pour apprécier le paysage. Donc c'est une réserve naturelle, hein, ici. C'est une réserve naturelle nationale même, donc un des fleurons de la biodiversité française, on va dire, tant par son aspect paysager que par la composition des différents écosystèmes qu'on va y retrouver. C'est une vraie mosaïque de milieux, avec beaucoup d'influences méditerranéennes, mais pas que. Et des climats différents. Et des climats différents.
Mais la particularité, Olivier, c'est les grottes. Il y en les a qualités. énormément. On dit que c'est la réserve aux 1000 grottes, avec des réseaux donc, qui peuvent faire quelques mètres, et puis les grottes de Saint-Marcel qui font 54 km, avec une seule entrée naturelle. Et alors, pas très loin d'ici, il y a la fameuse grotte Chauvet qui a été découverte récemment, hein, en 94, c'est ça? 1994, ouais. Et qui est l'une des plus belles grottes ornées de France. Moi je dirais plutôt une des plus belles grottes ornées du monde, hein, mais bon, après, Carrément. on va dire que je suis chauvin. Et c'est une cavité qui a énormément de patrimoine. Alors on parle beaucoup des peintures, mais il y a des sols, enfin, il y aurait de quoi en parler quelques heures. Voire En tout cas, on ne quelques peut pas jours la de grotte visiter, mais il y a une reproduction exceptionnellement bien faite, Chauvet. Très bien qui fait. est située à côté et qui permet de tout comprendre. C'était il y a 36 000 ans. Les hommes de la préhistoire ont découvert le feu depuis longtemps, mais là, ils inventent l'œuvre artistique, l'art pariétal. Des chevaux, des lions, des ours et des rhinocéros dessinés sur la paroi d'une grotte. Découverte en 1994 par des spéléologues dont l'un s'appelle Chauvet, le challenge est de préserver ce patrimoine unique tout en l'ouvrant à un large public. Un nouveau défi est alors lancé, réaliser une reconstitution parfaite sur le plateau au-dessus des gorges à quelques kilomètres de la grotte originale. Un défi technologique et artistique, une super production hollywoodienne dont les coulisses sont aussi fascinantes que la grotte elle-même. Il y a un nuage de milliards de points qui ont été pris, sur lesquels sont venus se coller à peu près 6000 photos de la grotte originale. C'est un relevé numérique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, qui a été intégralement pris. Puis ces photos ont été posées et ensuite on a constitué un clone numérique, en quelque sorte, un squelette. Et c'est à l'intérieur de ce squelette que les visiteurs découvrent la grotte, sans voir l'envers du décor. Alors là, on se trouve vraiment dans les coulisses de la caverne du Pont d'Arc. Avec ce qu'on voit ici, c'est toute la structure métallique. Pour reconstituer donc ce clone numérique, il a fallu faire ces tiges qu'on voit derrière moi, et il y a 150 km de tiges métalliques. Chaque tige a été pliée à la main selon un profil unique. Pliée puis ensuite soudée pour constituer la forme, le squelette en 3 dimensions. Les artistes peintres finaliseront cette œuvre du bout des doigts, comme l'avaient fait avant eux leurs ancêtres. Une œuvre qui, espérons-le, tiendra les assauts du temps, aussi bien que l'original. Olivier, le garde de la réserve naturelle, m'a conseillé d'aller visiter une autre grotte, celle de Saint-Marcel, en bas des gorges, pour une expérience insolite. Un voyage sensoriel avec Raphaël et Nicolas. On est dans la partie aménagée de la grotte de Saint-Marcel. On va rentrer par le tunnel qui a été creusé en 1989. Derrière cette petite porte, Voilà, eh ben, je te laisse ouvrir, hein. C'est toi le patron ici. Hop. bienvenue. Merci. On dirait un couloir de métro jusque-là. Nicolas est moniteur spéléo, Raphaël est vigneron. Une drôle de combinaison, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est marrant, ça sent le tonneau, et il y en a. C'est quand même pas banal de voir des tonneaux dans une grotte naturelle. Effectivement, tu vois, ce sont des nouvelles concrétions qui sont apparues. Elles sont très récentes, celles-là, et elles sont remplies de vin, puisque ce sont des tonneaux qu'on a déposés il y a maintenant 2 ans et demi, et qui vieillissent dans la grotte. Ici, là. Voilà, bien sûr. Mais alors, est-ce que l'environnement est favorable pour le vieillissement du vin? Absolument. Le vin est dans des conditions idéales. D'abord parce qu'on est dans un univers où il y a 87% d'humidité. Oui, je vois ça, ouais. Donc le bois, si tu veux, est toujours bien imbibé. Il ne se sèche pas. Ensuite, c'est la même température toute l'année, à peu près 13,8 degrés. Et c'est un lieu où il n'y a pas de variation. Donc le vin est au calme, il se repose parfaitement. Pour nous, c'est un écrin qui est magique. C'est dans cet écrin qu'on pose nos meilleurs bijoux. Hein. On n'est pas fou. Ça nous permet finalement eh bien, d'être en harmonie avec le terroir. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est que le vin qui vieillit là, il a été produit au-dessus. Ouais. Donc ça, c'est la roche-mère. Et le sol qui est au-dessus est issu de cette roche-mère. Donc revenir à l'intérieur, c'est un peu faire la boucle. Mais le concept ne s'arrête pas là. Non contents de faire vieillir leur élixir à 6 pieds sous terre, les 2 acolytes vous proposent ensuite de le déguster. Ils ont inventé la spéléo-œnologie. Cette histoire commence à sentir le traquenard. Bon, bah, c'est ici que les choses sérieuses commencent. On va passer à l'équipement du spéléologue. Ok. Donc on va mettre une combinaison de spéléo. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'aura pas froid. On n'a surtout pas froid aux yeux. Hein, pas vrai? Le terroir, ça se mérite.
Et ben voilà, Parfait. t'avais mal coupé. Hein. Allez, va on y va. Pour déguster un bon vin, c'est bien la première fois que je dois enfiler une combinaison, jouer les singes sur un pont suspendu et ramper dans la gadoue. Allez, ça passe, ça passe. Mais d'après mes guides, pour goûter à l'ivresse des profondeurs, il faut se déconnecter de la surface et s'engager jusqu'au bout du tunnel. C'est bien les combinaisons pour ça. Ça sert. Après environ 30 minutes de crapahutage pour le meilleur et pour le pire, nous voici au caveau de dégustation. Tiré du sac de Raphaël, quelques bouteilles de sa production. La séance peut commencer. On va faire quelque chose de très particulier. On va éteindre la lumière. Non. Tu veux dire dans le noir, quoi. Voilà, parce que nous, ici, on va te faire ce qu'on appelle une vraie dégustation à l'aveugle. On va faire une dégustation parfaite. Notre problème, quand on est en surface, c'est qu'on goûte du vin dans un lieu qui est saturé en stimulation. Ouais. Dans le sous-sol, on a une chance unique. On est dans le calme absolu. Si tout le monde se tait, il n'y a pas de bruit. La preuve. En plus, il n'y a pas d'odeur, puisque c'est un lieu où il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de dégradation bactérienne, il n'y a pas d'odeur. Et si on éteint la lumière, il n'y a plus de stimulation de la rétine. Et donc tout ton cerveau va se concentrer sur le nez, sur la bouche, et tes saveurs vont être magnifiées. Eh ben, ça me paraît être une excellente idée. Alors, on va éteindre au top. 3, 2, 1, top. Bon, on est passé en mode infrarouge maintenant. On est vraiment dans le noir complet. Ah, donc là, on est dans l'obscurité la plus totale. On est dans ce qu'on appelle le noir absolu. Pour essayer de s'en rendre compte, on peut essayer de regarder notre main. Ouais, même en la mettant très près, normalement, on la voit Dans pas. la figure assez facilement. Voilà, il n'y a plus aucune lumière. Et c'est assez rare. Hein. On est dans un des rares endroits où c'est possible d'avoir le noir absolu comme ici. Et t'imagines à quoi on ressemble avec les caméras infrarouges? À mon avis, ça doit être monstrueux. Alors attends, il faut que je trouve mon verre. Parce que je l'ai lâché bêtement. Donc il faut que je le trouve. Je ne vais pas le renverser. Voilà. Et maintenant, tu nous as dit de sentir les arômes. Voilà, on peut déguster dans le calme absolu. Raphaël a 2 vins rouges à nous faire goûter. L'un a vieilli dans la grotte et l'autre non. Je ne suis pas expert œnologue, mais on va voir si je trouve la différence. C'est fou, hein, ça déculpe. Le fait de ne pas pouvoir se servir des autres sens met en éveil complet le seul qui reste, enfin les 2 seuls qui restent. On est focalisé. Ouais. Coucou. Hello. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais, le Le réveil retour est brutal. à la lumière. Donc là, on va goûter le terroir. Maintenant, on va goûter le terroir, c'est celui qui nous permettra de comprendre la valeur épice du sol. Ah, c'est flagrant, rien qu'on est déjà. Il y en a Même même avec pas- la lumière, Il n'y en a même pas éteint. en éteint. Dis donc, celui-là, il est puissant. Hein. On est revenu à l'extérieur. On est toujours sous terre, mais on retrouve les parfums de l'extérieur. Presque tu le mets à l'oreille, tu entends les cigales. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Il est alors, très différent de l'autre rouge. Et c'est toujours du Grenache Syrah. Ah, c'est le même cépage. C'est toujours le même cépage. C'est fou, hein. Mais celui-là, c'est celui qui reste dans la grotte. Ah, C'est celui des tonneaux. la seule différence, c'est celui des tonneaux de la cave? Alors non seulement c'est celui des tonneaux, mais c'est celui qui a été produit sur le même sol qui se trouve dans le C'est calcaire incroyable. argonien. Là, vous m'avez bluffé parce que je pensais que c'était un petit peu le côté, c'est joli de faire. Non, non, c'est pas du tout la même chose. Il y a un vrai impact. Bon, c'est pas tout ça les amis, mais il faudrait peut-être songer à ressortir. J'ai une émission à terminer. Nicolas m'a réservé une surprise, en guise de raccourci, une tyrolienne pour traverser la grande salle de la cathédrale. Tout ce que j'aime. Ça me permet de traverser. Eh ben, je te laisse te mettre en position. Donc, tu t'assois dans ton harnais. Tu gardes bien les mains. T'es sûr, il est sur bien, le hein centre. Ouais, par contre, vas-y doucement. C'est le harnais. Ça appartenait à mon grand-père, le matériel. Et il faut y aller doucement. Non, c'est bon, ça va? Ouais, ça va. Ça va tenir? Non, mais ça fait des drôles de craquements. C'est normal, d'accord Je vous jure, ça. Attends, j'entends pas bien. Pardon, déconne pas. D'accord, bon, allez, on y va. Tu gardes juste les genoux bien pliés après. Allez. Allez, c'est parti. C'est super profond. Génial.
Comme promis en début d'émission, nous allons maintenant découvrir l'autre visage de l'Ardèche, le visage de la montagne. En remontant le lit de la rivière vers le nord-ouest, nous passons les petits villages typiques de Vaugué ou Balazuc et nous rejoignons les Cévennes du côté de Loubarès, au pied du massif emblématique de la région, le Tanargue. C'est là que je retrouve Olivier, le garde de la réserve naturelle, qui a troqué son canoë pour un sac à dos. C'est un coin qu'il affectionne particulièrement lorsqu'il veut s'évader, loin de la foule des gorges. Il y a pas mal de sorbiers quand même. Et les anciens disent que ça annonce des hivers rudes. T'as déjà entendu ça? Alors je sais pas, certainement. Après ce qui est sûr c'est que l'hiver sera moins rude par contre pour les petits oiseaux et les petits animaux de la montagne parce que ça c'est une source d'alimentation incroyable, pleine de vitamine C. Olivier m'emmène sur un point de vue incontournable, un rocher surmonté d'un triangle géodésique nommé la Coucoulude, sur lequel il faut grimper. On est juste à la lisière du brouillard. On vient vraiment de changer complètement d'univers. Alors là, tout à l'heure, c'était le midi avec la garrigue, le thym, et alors là, c'est la montagne, hein, ça se voit, il fait froid. On est passé du bas Vivarais et on va vers le haut Vivarais, et le Tanargue marque un peu cette étape vers les hauteurs. Ce qui fait que c'est une zone de transition. Et par contre, on mesure, comme on l'a mesuré en bas, vraiment la force de la roche, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un paysage intemporel. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. On pourrait être au XVIe, on pourrait être il y a 4000 ans dans l'Antiquité. Enfin, je pense que c'était exactement le même paysage, quoi. Ouais, et ça s'appelle le Tanargue, ce massif. Le Tanargue, c'est Taranis Arga, les montagnes du dieu Taranis. Ah ouais. Et ça porte bien son nom. Il faudrait être ici vraiment en plein orage quand la foudre se déchaîne. Et là, c'est vraiment impressionnant comme ça claque. Pour s'imprégner un peu plus de l'ambiance étrange et féerique de ces montagnes, Olivier me propose d'emprunter une route minuscule pour rejoindre la mystérieuse tour cachée de Borne, camouflée au creux d'un éperon rocheux et perchée au-dessus du vide. Tu m'as dit, je vais te montrer un vieux château médiéval, mais c'est pas possible dans une gorge aussi étroite. Sois patient, tu sais, en Ardèche, il faut un certain temps pour que les choses se dévoilent. Il faut être patient. Là, c'est pas loin d'un château, hein, ça ressemble à une tour. Ah oui, exact. Ah bah elle est bien camouflée. Hein. Eh ouais. La tour est le vestige d'un ancien château fort du XIe siècle, témoin de la puissance des seigneurs de la région au Moyen-Âge. Et si aujourd'hui plus personne ne passe par là, à l'époque, l'emplacement était stratégique. Il faut vous dire qu'à Borne, on était quasiment au bord de l'autoroute 7 du Moyen-Âge. On est sur un itinéraire Paris-Aigues-Mortes qui permet en tout cas de relier le Puy-en-Velay, qui était une ville très importante, à la Méditerranée. Olivier me propose un jeu de piste. Le blason des seigneurs de Borne, un ours affamé, serait gravé sur une des pierres du château. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que tu sais où il est, ce fameux blason, Olivier? Écoute, non. Il est gros, petit? Je sais pas du tout. Je sais pas. On va faire le tour. On doit pouvoir rentrer par là. Quelle dextérité. Bravo. Tu sais à quoi ça ressemble? Normalement, ce blason? Mais écoute, non. On n'a pas dit plus. On m'a simplement dit qu'il y avait une représentation d'ours et que c'était le symbole de la maison des seigneurs de Borne. Bah, c'est pas là. C'est pas là. Donc on cherche une tête d'ours, en fait. La réponse à l'énigme est à chercher du côté du minuscule village de Borne, où les habitants, 5 au total, ont créé une association de sauvegarde du patrimoine. Derrière le château de Borne, il y a un grand rocher qu'on appelle le rocher de l'ours. Et en fait, ce rocher, quand à une certaine période de l'année, le soleil se couchant, l'ombre du rocher se dessine derrière la montagne et on arrive à percevoir l'image d'un ours en fait. Et ça correspond au blason de Borne. Peut-être que ce jour-là n'était pas le bon,
Ou peut-être ai-je manqué d'imagination. Mais pour ma part, je n'ai pas vu l'ours. Et notre quête à l'intérieur du château est restée vaine. Mais nous profitons au moins de la vue extraordinaire sur les gorges de la Borne. Bon, on l'a pas trouvé, mais c'est peut-être à cause de la rénovation. Ouais, on dirait bien qu'ils ont dû bousculer un peu les pierres. Ouais. Peut-être qu'il faudrait aller encore voir un peu en bas ou peut-être que. Écoute, Mystère. Dis-moi, on a peine à imaginer que cette vallée complètement isolée, avec un petit village presque désert, desservi par des routes qui ne sont même pas déneigées en hiver, a pu accueillir autant de monde à cette époque du Moyen-Âge. Ben ouais, mais il faut croire qu'il y avait quand même alors, le Moyen-Âge et puis surtout au 19e siècle. Parce que l'apogée des populations ici, c'est au 19e, un peu comme partout. Et c'est là où vraiment toutes les maisons ont été habitées. Après, aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux apparences, il y a quand même du monde. Oui, mais enfin, s'il neige, ils restent chez eux, quoi. Ah, bah par contre, il faut tout prévoir. Ouais. Voilà, c'est un peu prévoir à l'ambiance. manger et tout ça. C'est quand même pas si courant que ça de se sentir aussi loin en France, alors que la vallée du Rhône, elle est peut-être à 20 km à vol d'oiseau. C'est vraiment perdu. Et d'ailleurs, tu t'en es rendu compte, hein, quand on a commencé à quitter une route qui était déjà pas étroite et qu'on s'enfile dans la vallée de la Borne, la route qui est comme ça. Ah, mais on se croise pas. Ouais. En hiver, quand ça burle ici, c'est vraiment un endroit où soit il faut y être avant ou sinon on n'y va pas, quoi. Mais c'est sympa, ça vaut le détour quand même. Et c'est aussi ce qui Forcément. donne ce côté mystérieux à cette région, et moi j'adore ça, il y a plein de mystères d'ailleurs. Hein. Ah, il y en a beaucoup, ouais. On n'a pas fini d'en découvrir et d'ailleurs, je pense qu'il y en a d'autres qui nous attendent. Ouais. Les sources de l'Ardèche. Pourquoi pas. Allez, on peut va les chercher les sources de l'Ardèche. Il paraît que c'est pas si simple à trouver. Je te suis, fais gaffe, ça descend. Hein. Mais avant de trouver cette fameuse source, arrêtons-nous 2 minutes pour une pause gastronomique au pays de la châtaigne. Alors que les fruits sont mûrs, prêts à tomber, nous avons rendu visite à Claude Brioude. Un chef cuisinier natif de la région qui fait des miracles de sophistication avec ce fruit qui, depuis toujours, sert de nourriture aux cochons. Super. J'ai fait frire des tranches très fines de châtaigne pour avoir des petites chips, pour apporter un petit peu de croquant. C'est un fruit qui n'est pas facile. C'est un fruit qu'il faut éplucher 2 fois, c'est assez compliqué, donc c'est quand même un fruit qui se mérite. Ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime le paysage, j'aime les châtaigneries, j'aime la montagne où il y a des châtaigniers. Déjà, c'est ça que j'aime. Et puis j'aime sa saveur, tout simplement. J'aime ce côté à la fois sucré et pas si sucré que ça. J'aime le goût, enfin voilà, j'ai été bercé à la châtaigne, donc... Mais j'aime quand même le côté un peu... Ça se mérite. Outre sa tarte fricassée châtaigne et cèpe, ses recettes phares sont entre autres le carré de veau et le filet de bar en croûte de châtaigne, un velouté châtaigne-céleri, des desserts tous plus appétissants les uns que les autres. Et enfin, le meilleur pour la fin, le foie gras de canard aux châtaignes confites. J'aime le côté aussi d'avoir marié un produit très noble qui est le foie gras à un produit qui était quand même pas mal décrié, qui était... Enfin, mon grand-père, pas celui qui cuisinait, mais l'autre, c'est toujours les châtaignes, c'était pour les cochons, quoi. En gros, il y a eu une époque où voilà, on avait laissé un peu... La châtaigne, c'était vraiment un produit de pauvre. Et j'aime le marier, justement, ce mariage entre un produit très noble et la châtaigne. Allez, retour aux grands espaces. Cette fois-ci, nous sommes bien déterminés à découvrir l'Ardèche naissante, la source de la rivière. Nous l'avons localisée sur une carte, mais étonnamment, dans la zone, personne ne la connaît. Elle est comme cachée. Alors avec Olivier, nous jouons les sangliers en sous-bois, en remontant le petit filet d'eau que nous avons trouvé en contrebas. Alors c'est quelque part par là. Écoute, normalement, Mais est-ce que on c'est est vraiment comme pas loin. Est-ce que c'est comme les sources de la Loire? Il y en a plusieurs, on ne sait pas vraiment laquelle est l'officielle. Ah, bien sûr, c'est vraiment un réseau de petites sources dans lesquelles il y en a une un peu plus importante qui est considérée vraiment comme la source officielle, on va dire. Ouais. Mais bon, on est déjà au cœur des sources de l'Ardèche. Tu peux voir la carte? Alors tu vois, l'Ardèche, on est là, la source est là, donc on va pas tarder à y arriver, quoi. C'est pas Là, perdu. il y a- Ah, c'est pas mal là-bas, Ouais. ouais. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de restaurant. Non, C'est un coin secret, quoi. C'est un petit coin secret et je t'avouerai que les gens qui habitent ici ont été, à mon avis, dépassés par le nombre de visiteurs, donc ils tiennent à ce que ça reste un petit peu secret, quoi. D'accord. Donc on passe en Et furtif. ben voilà. Donc c'est ça. Voilà, là je pense qu'on y est. C'est magnifique. La source de l'Ardèche. On y est. Elle est belle, hein, quand même. Hein. Elle est belle, elle est toute petite évidemment, mais on n'a peine à imaginer que ces quelques litres par seconde de débit puissent se transformer en cas de crue en 2500 mètres cubes seconde, voire plus. Alors il faut quand même 119 km de course. Il faut être gonflé par d'autres monstres cévenols que sont la Beaume et le Chassac, des affluents.
pour arriver au débit qu'on peut observer dans les gorges de l'Ardèche, même ne serait-ce qu'en plein été, hein, où c'est déjà quand même quelques mètres cubes secondes. Et après, pendant les crues, ouais, comme tu dis, c'est monstrueux, quoi. Ouais. On peut la goûter? On peut la goûter, ouais. Mais Elle est fraîche, hein? elle est très fraîche, ouais. Elle est bonne. Et alors ça veut dire quoi, Ardèche? Alors l'Ardèche, donc le département prend forcément le nom de la rivière. Il y a plusieurs théories, hein, normal en étymologie, c'est jamais vraiment très simple. La première, c'est l'Ardesca, la rivière aux ours, puisqu'a priori il y avait beaucoup d'ours. Oui. C'est resté hein, ici, dans la toponymie, dans les lieux, même dans les familles de seigneurs. Et la deuxième, c'est Ardeskern, et là ça serait la rivière qui coule devant le rocher des dieux. Et en effet, vu que sa source est pas loin du Tanargue, même dans le Tanargue, on peut imaginer tout ce qu'on peut... Et le Tanargue puise son nom, tu nous l'as dit tout à l'heure, d'une divinité celte, celle du tonnerre, des éclairs. Taranis. Taranis. Exactement. Donc on est bien dans la rivière des dieux. C'est ça. Merci à toi pour cette visite. Avec Je vous plaisir. encourage d'ailleurs à visiter l'Ardèche, aussi bien en bas qu'en haut, deux mondes complètement différents. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on peut discuter sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. Tu sais ce qu'on aurait dû amener? Non. Un petit chèvre ou un fromage, quoi. C'est bon. On commence à l'envers et c'est... Yep. T'es dedans? C'est bon. Ça va comme ça? Joli sac à main alors. Hein? Joli. Au fait, ça sert à quoi? C'est vrai qu'avec cette lumière, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. 3-2. 3-2. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, 3-2. Bon, je vais pas redire 3-2 parce que ça va faire beaucoup, 64 au moins. C'est d'être stoïque. Hein, mais... Bon, allez, on va chercher les sources de l'Ardèche. Personne ne sait où elles sont véritablement. On y va. Et puis, on va aller boire l'apéro parce que quand même...